Bonjour, je suis une femme mariée d'une trentaine d'années. Il y a à peine 5 ans, j'étais fille unique, mes parents ayant divorcé lorsque j'avais 10 ans. Depuis, je suis seule. Ma mère avait l'habitude de dire que sa vie était gâchée à cause de mon père et s'apitoyait sur son sort. À l'époque, je n'aimais pas l'entendre dire cela. Cependant, avec le recul, je me rends compte à quel point il a dû être difficile pour elle de me soutenir et de subvenir à mes besoins en tant que mère célibataire. Je lui en suis reconnaissante. Ces mots étaient sa façon d'évacuer son stress. Ma mère est née dans une famille aisée. Après avoir terminé ses études secondaires, elle a été formée pour devenir mariée. Malgré les objections de sa famille, elle a choisi de s'unir à mon père, alors qu'elle n'avait aucune expérience du monde extérieur. Ils n'ont pas eu de cérémonie de mariage en bonne et due forme, ils se sont simplement mariés légalement. J'étais trop jeune et naïve pour prendre la bonne décision. Si vous ne voulez pas avoir une vie gâchée comme la mienne, vous devez vous assurer de choisir le bon partenaire. Faites des recherches approfondies avant de vous engager. Après avoir divorcé, ma mère a dû faire face à plus de difficultés que les autres. Elle a dû gagner de l'argent pour la première fois de sa vie afin de m'élever. Témoin de la dépression de ma mère due à ces difficultés, j'ai grandi rapidement. C'est à cette époque que j'ai commencé à avoir de la peine pour ma mère. Ces sentiments se sont naturellement transformés en haine pour mon père. Mon aversion pour lui n'était pas seulement due au fait qu'il avait fait souffrir ma mère lors de leur divorce, mais aussi à sa liaison extra-conjugale. Je me souviens très bien de ma mère le suppliant de mettre fin à sa liaison et de revenir à la maison. Cependant, ce fut un choc lorsqu'il choisit l'autre femme au détriment de notre famille. L'amour a joué un rôle important dans cette situation. Cela m'a fait croire que l'amour n'existe pas. Après le départ de mon père, ma mère a connu une période d'alcoolisme. Ses parents ont appris son divorce et ont proposé de nous soutenir financièrement si elle se remariait. Mais ma mère a refusé leur aide. En tant que jeune enfant, je n'étais pas au courant de ces questions, mais je vivais avec un sentiment constant d'insécurité. Je m'inquiétais de ce qui se passerait si quelque chose arrivait à ma mère. J'ai donc décidé de ne jamais me marier pour ne pas finir comme elle. Ma mère a lutté pendant un certain temps, mais elle a trouvé la détermination de vivre pour moi. Elle a rassemblé ses forces et s'est mise debout. Ma mère et moi détestions nous charger des autres. C'est pourquoi nous ne comptions que sur nous-mêmes, qu'il pleuve ou qu'il vente. Grâce au sacrifice de ma mère et à ma propre résistance, nous avons pu relever de nombreux défis. Grâce à des efforts assidus, j'ai obtenu mon diplôme de l'université de Yale après avoir terminé mes études. Peu après, j'ai obtenu un poste dans une entreprise internationale réputée pour ses avantages sociaux exceptionnels. Désireux d'alléger les difficultés prolongées de ma mère, je l'ai informée qu'elle pouvait désormais mener une vie confortable grâce aux revenus que j'avais amassés. Estimant que le mariage n'était pas dans mon avenir, je voulais offrir à ma mère une sécurité financière. Cependant, elle a gracieusement refusé, exprimant sa gratitude pour mes intentions mais soulignant qu'elle était satisfaite de son mode de vie actuel. Elle m'a encouragée à économiser mon argent, à trouver un partenaire merveilleux et à me marier. Découragée, je me suis confiée à ma mère, lui faisant part de mon scepticisme à l'égard de l'amour et du mariage. J'ai exprimé mon désir de vivre confortablement avec elle plutôt que de poursuivre une relation romantique. Ma mère m'a conseillé de rencontrer quelqu'un d'autre que mon père, m'assurant qu'il existait de nombreuses personnes talentueuses, sincères et gentilles. J'ai rejeté ces suggestions comme étant trop idéalistes, arguant que la perfection dans un partenaire était inaccessible. Malgré ma résistance, ma mère a continué à m'exhorter à envisager la possibilité d'un mariage. Ces rappels constants étaient motivés par la crainte que je m'abstienne de me marier pour elle. Bien que j'ai d'abord balayé ces commentaires, un coup du sort s'est produit lorsque je suis tombée inopinément amoureuse d'un homme lors d'une visite liée à mon travail. Nos chemins se sont croisés dans le monde de l'entreprise. À ma grande surprise, il a manifesté un réel intérêt pour moi. Après une réunion de travail, il m'a invité à déjeuner et notre relation s'est approfondie. Bien que je sois habituellement prudente, il y avait quelque chose de spécial ce jour-là qui m'a fait oublier mes réserves. Alors que nous savourions le repas, il m'a proposé de l'inviter à dîner lors de notre prochaine rencontre.
Ce qui a fait naître l'excitation dans mon cœur. L'homme qui avait suscité mes émotions est finalement devenu mon mari. 3 ans après le début de notre mariage, les circonstances l'ont amené à travailler dans une entreprise située à 6 heures de mon lieu de travail à Boston. Nous nous sommes donc retrouvés dans une relation à longue distance, avec les difficultés liées à la limitation des interactions en face à face. Au plus profond de notre désir, mon partenaire et moi partagions un lien unique, marqué par l'absence des conflits typiques qui affligent de nombreux couples. Pour se rapprocher de moi et consolider notre engagement, mon compagnon a décidé de déménager à Boston. Grâce à sa détermination inébranlable, notre voyage vers le mariage s'est déroulé rapidement. Lorsque j'ai présenté mon petit ami à ma mère, son visage s'est illuminé de joie. Malgré mon opposition catégorique au mariage, son charme a passé l'examen minutieux de ma mère, ce qui nous a permis de fixer la date de notre mariage. Incertaine de savoir s'il s'agissait d'un tournant positif ou négatif, j'ai réfléchi au fait que la famille de mon mari résidait en Australie. Contrairement à ce que l'on pensait, mon mari n'était pas d'origine australienne, mais toute sa famille avait immigré dans ce pays. Cependant, il est revenu seul aux États-Unis pour ses études et a choisi d'y rester. Sa mère, qui résidait en Australie, s'inquiétait depuis longtemps de voir son fils en terre étrangère. Elle a exprimé son soulagement en réalisant qu'il bénéficiait désormais du soutien de ma famille proche. L'aspect unique de la présence d'une belle famille dans un pays lointain faisait des envieux. Après le mariage, nous nous sommes installés dans une maison proche de celle de ma mère, et je n'ai pas pu m'empêcher de regretter mes réticences antérieures à l'égard du mariage. Le bonheur que j'ai éprouvé était profond, ce qui m'a amené à me demander si je ne m'étais pas trop habituée à une telle félicité. La nature imprévisible de la vie m'empêchait de le déterminer. Un jour fatidique, un numéro inconnu est venu perturber ma routine. À ma grande surprise, c'était ma tante, Alicia, qui rompait le silence qui durait depuis des années. Sous le choc, j'ai envisagé de mettre fin à l'appel, mais j'en ai été incapable. Cette décision m'a conduit à la nouvelle déchirante de la mort soudaine de mon père, qui marquait plus de 20 ans depuis notre dernière rencontre. Un flot d'émotions étranges m'a submergé, et ma tante m'a vivement conseillé d'assister aux funérailles, reconnaissant que ma mère ne prendrait peut-être pas la nouvelle à la légère. Michel, ma cousine, et leur fille sont devenus le pont de communication. Malgré le divorce de mes parents, Michel et moi avons conservé une amitié fraternelle. L'action de ma tante s'explique par la connaissance qu'elle avait de ce lien durable. En plein deuil, des questions ont surgi sur la conscience de ma mère et la relation de mon père avec une autre femme. Ces circonstances étranges m'ont amené à me préoccuper des émotions de ma mère et des révélations inattendues sur la vie personnelle de mon père. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous, mais je ne savais pas comment vous et votre mère alliez réagir. Récemment, ma tante a partagé une histoire que mon défunt père lui avait racontée. Il semble que mes parents aient été confrontés à de nombreux défis avant leur mariage. Les parents de ma mère se sont acharnés à les séparer après qu'ils se soient enfuis pour se marier. En outre, mon père a dû faire face à des débiteurs en colère qui le poursuivaient pour recouvrer les dettes de jeu de son défunt père. Afin de protéger ma mère, mon père a eu recours au mensonge, prétendant qu'il avait une liaison avec une autre femme alors qu'il fuyait en réalité ses débiteurs. Si j'avais su cela plus tôt, je serais allé voir ta mère et lui aurais dit la vérité, dissipant ainsi ce malentendu injuste au sujet de ton père. Malheureusement, mon père a choisi de garder le silence. Et c'est pourquoi je ne vous fais part de cette histoire que maintenant, après l'avoir entendue de la bouche de ma tante. J'ai été choquée d'apprendre que mon père avait vécu avec ce grand secret pendant toutes ces années. J'ai eu l'impression que tout n'était que mensonge. Cependant, ma tante a continué à expliquer que mon père croyait vraiment que ma mère et moi aurions une vie meilleure et sans souci s'il disparaissait simplement. Je pouvais sentir la sincérité dans les actions de mon père alors qu'il était en fuite, se déplaçant constamment d'une zone rurale à l'autre. Il a fini par vivre avec une femme pauvre qu'il essayait d'aider et qui est tombée enceinte d'une fille il y a 14 ans. Pour le bien du bébé, il a légalement enregistré leur mariage. Cette révélation m'a laissé dans un état de confusion incroyable, et je me suis demandé ce que ma mère en penserait.
Malgré la séparation d'avec mon père, il ne m'a jamais manqué. Cependant, je lui en voulais d'avoir quitté ce monde sans prononcer un seul mot. C'est pourquoi j'ai demandé à ma tante de ne rien révéler à ma mère. Je me suis interrogée sur l'intérêt d'assister aux funérailles alors qu'il avait une femme et une fille. Pourtant, ma tante m'a informé que sa deuxième femme était décédée avant mon père, et elle m'a incité à y assister, soulignant la présence d'une autre fille en plus de la mienne. Remplie d'amertume, j'ai obstinément déclaré que je n'irais pas, et après avoir raccroché, j'ai regardé le ciel par la fenêtre. Pendant un bref instant, des larmes ont coulé en moi, comme si j'avais hérité de la nature émotionnelle de mon père. Étonnamment, mes larmes n'étaient pas remplies de tristesse, mais plutôt d'un mélange d'émotions. C'était ce qu'il méritait, si seulement il était revenu parmi nous à un moment donné. Cette situation était uniquement due aux actions de mon père, et je ne devais pas avoir de remords de me sentir ainsi. Lorsque je suis rentrée du travail, perdue dans mes pensées, mon mari s'est rapidement rendu compte de mon humeur sombre. S'est approché de moi, inquiet de savoir si quelque chose n'allait pas. Je lui ai expliqué ce que je ressentais et un silence s'est installé entre nous. Puis il m'a doucement pris la main et m'a supplié d'assister à l'enterrement de mon père. Mais pourquoi devrais-je y aller, et quel impact cela aurait-il sur ma mère? Je n'ai aucune envie d'y être. Je lui ai arraché la main avec colère, même s'il n'était pas juste de diriger ma frustration sur lui. Une fois calmée, je me suis sentie honteuse de m'être emportée contre mon mari. Je me suis excusée, réalisant qu'il était injuste d'être en colère contre lui. Je comprenais son point de vue, même si je n'étais pas d'accord. Je l'ai toutefois prévenu qu'il pourrait regretter sa décision plus tard, mais qu'il serait alors trop tard. S'il se sentait toujours obligé, je lui ai proposé d'y aller seul. Après tout, c'est mon père qui m'a fait naître, et je voulais lui rendre hommage malgré tout. Mon mari a insisté pour y aller seul, mais je ne pouvais pas le laisser partir sans être accompagné. Nous avons fait le pacte de ne pas informer ma mère et de nous rendre à l'enterrement aux heures les plus calmes, tard dans la nuit. Néanmoins, à notre arrivée, nous avons découvert une agitation tumultueuse à l'intérieur. La curiosité piquée, nous nous sommes aventurés à l'intérieur pour enquêter. À ma grande surprise, j'ai vu ma tante, dont je suis séparée, se disputer vivement avec une personne inconnue. Il semblait que ma tante affrontait un membre de la seconde famille de mon père. En observant le spectacle, je n'ai pu m'empêcher de ressentir un sentiment de satisfaction en voyant ma tante tenir tête à cette personne méprisable. Comment mon père, cet homme misérable, avait-il pu laisser périr ma jeune sœur? Croyait-il vraiment pouvoir trouver le bonheur après une telle tragédie? Comment a-t-il osé prononcer des paroles aussi ignobles? Mon jeune frère ne faisait-il pas tout pour sa sœur? Il a même sacrifié sa propre famille en abandonnant sa femme et sa fille pour subvenir à leurs besoins. Et pourtant, mon père était maudit de la sorte. Qui a donné à mon père le droit de prendre des décisions pour l'avenir de ma sœur? Sans lui, elle aurait pu trouver le bonheur auprès d'un riche prétendant et vivre une vie de luxe. Comment un frère aîné comme moi peut-il proférer de tels blasphèmes? Vous vous vantez d'avoir arrangé le mariage de votre jeune sœur avec un septuagénaire? Mon frère ne s'est-il pas retrouvé dans cette situation parce qu'il essayait de sauver votre sœur de la vente? Ne tenez pas compte des actions de mon frère, si vous le voulez bien. Avez-vous déposé les fonds de son assurance vie sur ce compte courant? Lorsque j'ai examiné la police d'assurance, elle portait votre nom. La raison pour laquelle j'ai souscrit cette assurance était mon inquiétude pour mon jeune frère. Maintenant, vous me demandez cet argent avec quelle autorité? Pourquoi devrais-je vous confier les fonds de mon jeune frère? Soyons clairs, je n'obtempérerai pas. Je ne veux plus m'associer à quelqu'un de votre nature. Si vous décidez de l'emmener, je pourrais envisager de vous aider financièrement à la soigner. Si cela correspond à vos intentions, vous pouvez procéder selon l'accord de ma tante. En reportant mon attention sur une jeune fille vêtue de noir pour les funérailles, j'ai vu un reflet de mon passé, il y a 2 décennies, lorsque mes parents ont divorcé. Nos regards se sont croisés et il y a eu une reconnaissance mutuelle. D'accord, je la prends, mais vous devez lui assurer une pension alimentaire suffisante. L'homme qui se battait avec ma tante semblait manifestement motivé uniquement par l'appât du gain,
comme en témoignait la manière brutale dont il traitait la jeune fille. Sous le coup de l'émotion, je me suis précipitée vers elle en lui tenant la main. Il m'a frappé d'un coup sec, m'empêchant de révéler notre relation. Mon mari est intervenu, utilisant son téléphone pour menacer la police d'intervenir si la perturbation persistait. Alicia, viens saluer ton père, s'est lamentée ma tante, faisant référence à mon défunt frère, qui n'a jamais eu la chance de voir sa fille de son vivant. En regardant le portrait de mon père, les souvenirs de nos moments heureux ont refait surface. De manière inattendue, mon cœur s'est tourné vers la jeune fille. Lorsque je me suis approchée d'elle, elle m'a révélé son nom, qui commençait par la même lettre que le mien, Annie, et son âge, 17 ans, ce qui contrastait fortement avec son comportement dépourvu d'émotion. En faisant mes adieux à ma tante, j'ai senti une réticence inhabituelle à aller de l'avant. Alors que notre voiture traversait une route déserte, un sentiment de malaise m'a envahi, me poussant à reconsidérer mon retour. Après réflexion, j'ai demandé à mon mari de revenir à l'enterrement. Lors de notre retour, j'ai remis ma carte de visite à ma demi-sœur, lui conseillant de me contacter si elle rencontrait des difficultés. Je l'ai exhortée à ne pas affronter les défis seule et les mises en garde contre la fréquentation d'un certain homme. Je lui ai communiqué mon numéro de téléphone, en insistant sur le fait qu'elle pouvait m'appeler à tout moment. Cela peut paraître étonnant, même aujourd'hui, de se demander pourquoi j'ai donné de tels conseils à une demi-sœur que je venais de rencontrer pour la première fois. J'étais consciente que si ma mère découvrait cela, elle serait choquée. Néanmoins, j'ai attendu avec impatience que le téléphone sonne au cours des mois suivants. Au fur et à mesure que le temps passait et que je reprenais mes habitudes, j'ai continué à penser à ma demi-sœur. Un jour, submergée par des pensées négatives, j'ai contacté ma tante Andy. Je me suis enquise du bien-être de cette fille et de l'endroit où elle se trouvait. Après les funérailles, j'ai appris qu'elle avait été laissée chez son oncle, celui-là même avec lequel je m'étais disputée. J'ai exprimé mon inquiétude à l'idée de la confier à une telle personne. Ma tante m'a révélé que la jeune fille avait insisté pour aller là-bas, ne me laissant pas d'autre choix. Troublée par ces révélations, j'ai demandé à ma tante l'adresse de ma demi-sœur. Le lendemain, mon mari et moi avons pris un jour de congé pour aller la voir. À notre grand désarroi, elle s'était enfuie de chez elle. Lorsque nous avons tenté d'en connaître les circonstances, nous nous sommes heurtés à un homme ivre, ce qui nous a empêchés de recueillir des informations. Frustrés, nous avons signalé sa disparition à la police. Une semaine plus tard, nous avons retrouvé ma demi-sœur. Lors de nos retrouvailles, la frustration est montée d'un cran. J'ai remis en question sa décision de ne pas tenir compte de mes conseils et le sort de la carte de visite que je lui avais donnée. J'ai raconté l'histoire troublante de son oncle, qui avait accusé mon père et exigé de l'argent après la mort de ma mère. Malgré mon dédain pour les problèmes, je n'ai pas pu échapper à la douleur partagée et aux caractéristiques héritées de notre père. Conscient de la gravité de sa situation, je lui ai offert un refuge temporaire dans notre maison, l'assurant ainsi de la sécurité de son oncle inconscient. Cependant, j'ai reconnu le défaut de supposer que cette solution suffirait, réalisant qu'il y avait beaucoup plus à faire. Le lendemain, ma mère est venue chez moi et m'a dit qu'elle avait acheté trop de fruits. Elle voulait m'en donner lorsqu'elle rencontrerait ma sœur, à l'exclusion de mon mari et de moi. Interloquée par ces paroles, j'ai répondu « Oh, vous êtes donc là ». J'ai senti de la malice. Ma sœur cadette est intervenue, affirmant être la sœur malveillante. Confus, j'ai quitté le travail plus tôt que prévu et je me suis précipitée à la maison. À mon arrivée, j'ai vu ma mère, qui ressemblait à la personne en colère qu'elle était il y a 20 ans, lorsqu'elle avait divorcé. Elle a exigé une explication, déclarant que ma sœur prétendait être sa fille cadette, bien qu'elle n'ait donné naissance à personne d'autre que moi. Elle se demandait comment cela était possible. J'ai essayé de calmer ma mère en lui expliquant que certaines relations pouvaient faire de certaines personnes des sœurs, indépendamment des liens du sang. Mais mes faibles excuses n'ont fait que l'exaspérer davantage. Je savais que je devais lui dire la vérité, mais à ce moment-là, j'avais du mal à trouver les mots justes. Soudain, ma sœur a pris la parole, s'excusant et déclarant qu'elle allait partir. Elle a expliqué que ce n'était pas ma faute et qu'elle n'avait nulle part où aller,
c'est pourquoi elle avait prévu de passer la nuit chez moi. Elle est partie précipitamment et j'ai tenté de l'arrêter. Mais ma mère s'est interposée et m'a interdit de m'en prendre à ma sœur. Ma mère s'est demandé pourquoi elle devait se préoccuper de la situation de ma sœur et lui a suggéré de s'adresser à ses propres parents ou à ses amis. À ses yeux, ma sœur n'aurait pas pu venir me voir. Cependant, je suis intervenue et j'ai admis que c'était moi qui l'avais amenée ici. Ma mère m'a accusée de mentir et de protéger ma sœur, et elle m'a révélé que ma sœur lui avait déjà dit la vérité. Elle s'était enfuie et s'était réfugiée chez moi après avoir manqué d'argent et souffert de la faim. En tant que fille, ma mère s'est dite déçue que je lui ai caché cela, d'autant plus que ma sœur était ma demi-sœur. Elle m'a demandé depuis combien de temps je savais pour elle et si j'avais contacté notre père. En entendant les paroles de ma mère, je ne pouvais pas laisser ma sœur disparaître comme ça. Je ne comprenais pas comment elle avait pu devenir si mature à un si jeune âge, mais je ressentais une immense tristesse et un fort désir de tenir la main de ma sœur. Cependant, je ne l'ai trouvée nulle part et je suis rentrée à la maison, racontant les événements à ma mère. Elle a semblé choquée et confuse, et s'est effondrée sur le sol. Finalement, elle a prétendu avoir mal à la tête et est partie chez elle. Depuis ce jour, ma sœur a disparu sans laisser de traces et personne ne sait où elle est allée. J'ai réussi à obtenir son numéro de téléphone par l'intermédiaire d'une personne qui la connaissait, mais il avait été coupé depuis longtemps pour cause de non-paiement. Selon son ami, ce téléphone était son bien le plus précieux. Comme toutes ses photos et préférences étaient stockées sur son téléphone, j'ai décidé de régler ses factures téléphoniques impayées auprès de la compagnie de téléphone. Au départ, j'avais l'intention de l'appeler, mais j'ai préféré l'informer par SMS. Heureusement, ma mère a découvert toute la situation et a donné son accord pour son retour. Je t'implore donc de ne plus t'enfuir et de revenir à la maison. Cependant, je n'ai reçu aucune réponse de ma sœur. Mon mari m'a suggéré d'attendre 1 an, puisque j'avais laissé un SMS et qu'elle avait nos numéros de contact. Bien que j'ai toujours payé les factures de téléphone de ma sœur et que je lui ai envoyé des messages, je n'ai reçu aucune réponse. Puis, un jour, j'ai commencé à me sentir mal et à avoir des nausées. Une lueur d'espoir est apparue lorsque j'ai soupçonné que j'étais peut-être enceinte. J'ai fait un test de grossesse à plusieurs reprises, mais les résultats se sont révélés négatifs. Doutant d'avoir fait le test trop tôt, j'ai décidé de me rendre à l'hôpital. À mon grand désarroi, les résultats du test ont confirmé que je n'étais pas enceinte. Ils ont plutôt révélé que je souffrais d'une maladie rénale. Bien que j'ai remarqué des engourdissements et des gonflements occasionnels dans mon corps, je n'y avais pas prêté attention, ce qui avait entraîné la progression de la maladie. Le médecin m'a informé que mon rein ne fonctionnait qu'à 10% de sa capacité normale. Dans cette situation critique, j'avais besoin d'une dialyse ou d'une transplantation. Bien que je ne me sois jamais considéré comme un ignorant, l'annonce de mon état m'a laissé sans voix. Ma mère et mon mari ont rapidement effectué des tests de compatibilité avec moi. Ma chère mère m'a rassurée en me disant « Ne t'inquiète pas, je te donnerai volontiers mon rein. J'ai dépassé l'âge de 100 ans et ma santé n'est pas des meilleures, mais cela n'a pas d'importance. Tu as énormément souffert. On t'a même enlevé l'appendice. Je me soumettrai à la dialyse avec diligence et je prendrai soin de moi. » J'ai été surpris par son altruisme. Ma mère a agi comme si elle me donnait ses 2 reins, même si je ne m'y-attendais pas. Malheureusement, les résultats du test de compatibilité de mon mari ont révélé qu'il n'était pas compatible avec moi. Je ne savais pas quand je recevrais un rein, mais je me suis inscrite sur le registre des transplantations d'organes. En l'absence de toute autre solution, je me suis préparée à contreséure à la dialyse rénale. Depuis ce jour, je me suis involontairement transformée en une personne différente. En prenant conscience de ma propre maladie, je n'ai plus cru que je pouvais vivre une vie normale comme avant. J'ai commencé à me demander si je ne rendais pas la vie de mon mari misérable. Je doutais de moi, ce qui m'a fait perdre confiance en moi. J'étais en état de choc dans les jours qui ont précédé le rendez-vous pour la dialyse. La peur m'a envahi et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer après la procédure. J'ai ressenti divers effets secondaires, notamment de violents maux de tête, qui m'ont fait perdre espoir en mon avenir. Au milieu de tout cela,
je me suis rendu compte que je n'avais pas payé les factures de téléphone de ma sœur. Ne sachant pas si ses problèmes de santé allaient persister, j'ai essayé de l'appeler, mais elle n'a pas répondu. En laissant un message vocal, j'ai exprimé mon inquiétude pour son bien-être et me suis excusé d'avoir oublié de payer ses factures. J'ai proposé de lui envoyer de l'argent et lui ai demandé ses coordonnées bancaires par SMS. Je ne savais pas quoi faire d'autre avant que ma propre santé ne se détériore. Je regrette profondément d'avoir causé sa détresse et je lui ai assuré qu'elle ne devait pas se sentir comme un fardeau et qu'elle devait être libre d'utiliser l'argent comme elle l'entendait. Mon mari a été surpris de me voir dans un tel état. Et je n'ai pas pu lui expliquer les raisons de mon geste. Mais lorsque j'ai vu ma sœur à l'enterrement, je n'ai pensé qu'à son bien-être. Je voulais qu'elle ait une bonne vie, même si cela signifiait que je devais oublier mon ressentiment à son égard et couper les ponts. Je ne pouvais pas ignorer ma jeune sœur, qui était déterminée à être indépendante et n'aimait pas dépendre des autres. Le temps passe et une nouvelle journée de dialyse rénale approche. La douleur était si insupportable que je souhaitais mourir. Cependant, mon mari m'a informé qu'une femme au grand cœur avait accepté de donner son rein en vue d'une transplantation. Ma mère et moi étions ravis et des larmes de gratitude coulaient de nos yeux. Nous voulions exprimer notre gratitude à la donneuse, mais lorsque je me suis réveillée après l'opération, ma jeune sœur était à mes côtés, avant même que je ne reprenne complètement conscience. J'ai soudain été frappée lorsque je lui ai laissé un message vocal concernant le paiement de ses factures de téléphone et d'autres choses encore. Je me suis sentie mal à l'aise et mes soupçons ont été confirmés lorsque mon mari m'a dit la vérité. J'étais tellement désespérée que je n'ai pas arrêté ma sœur lorsqu'elle a exprimé sa volonté d'être donneuse. Je n'ai même pas envisagé la possibilité qu'elle ne soit pas compatible. Je l'ai simplement remerciée et lui ai demandé de passer les tests nécessaires. Elle m'a assuré que si elle était compatible, elle procéderait à l'opération. Je ne suis pas intervenue, et je réalise aujourd'hui la gravité de mes actes. J'aurais dû attendre que vous preniez cette décision. Ai-je vraiment attendu tout ce temps pour recevoir ton rein? Et maintenant, ma sœur, qui s'est rétablie plus vite que moi, se tient devant moi. J'ai vu ma sœur entrer dans ma chambre d'hôpital, traînant son pied de perfusion. J'ai insisté pour l'aider, voulant lui rendre service. Je l'ai rassurée en lui disant que j'étais heureuse d'avoir l'occasion de faire quelque chose pour elle, même si son rétablissement a été rapide. Cependant, comme elle n'avait pas l'air d'aller bien, j'ai dit à mon mari de la ramener immédiatement au lit. Ma mère, qui connaissait la vérité, est venue me rendre visite et m'a remis le portefeuille de ma sœur. Elle l'avait laissé à mon mari. En l'ouvrant, j'ai momentanément oublié mon opération. À l'intérieur, il n'y avait que 2 billets d'$1, sa carte d'identité et une carte de visite que je lui avais donnée. Mon nom était imprimé sur la carte, joliment écrit comme s'il avait été rédigé par ma sœur biologique, avec un symbole de cœur à côté. Depuis ce jour, ma mère a lentement ouvert son cœur en raison des regrets qu'elle éprouve à l'égard de mon père et de ma jeune sœur. Elle est reconnaissante à Annie de m'avoir donné un rein et de m'avoir offert une nouvelle vie. Ma mère a exprimé son désir de caresser et d'embrasser chaleureusement Annie pour compenser les difficultés qu'elle a rencontrées dans la vie. Nous avons récemment découvert que ma sœur avait été renvoyée de l'école en raison de son absence après la mort de notre père. Avant moi, ma mère avait déjà contacté le district scolaire et fait le nécessaire pour qu'elle retourne à l'école. Grâce à elle, ma sœur a pu retourner à l'école, bien qu'elle soit maintenant dans une classe inférieure. Cela me remplit de joie de voir son visage radieux trouver un sens à sa vie. Grâce au rein de ma sœur, j'ai pu me rétablir rapidement et retrouver la vie quotidienne à laquelle j'aspirais. Aujourd'hui, je vis comme la grande sœur de ma petite sœur, non seulement sur la carte de visite, mais aussi comme des sœurs, ce que je n'aurais jamais pu imaginer. Au début, mon mari s'est senti mal à l'aise face à la nouvelle venue dans la famille, mais il fait tout son possible, avec ma mère, pour s'occuper de nous 3. Bien que je ne puisse pas l'exprimer à ma mère, je me suis demandé si mon père m'avait confié ma sœur lorsqu'il est décédé. Je n'aimais pas le fait que ma sœur et moi ayons hérité du trait de caractère de notre père, qui ne voulait pas être un fardeau pour les autres, mais s'il n'avait pas porté ce grand secret, rien de tout cela ne serait arrivé aujourd'hui. Désormais, j'ai l'intention de vivre le reste de ma vie en exprimant ma gratitude à ma sœur pour sa gentillesse à mon égard.
Je lui souhaite de vivre une vie heureuse, tout comme j'ai pu le faire. Je vous remercie de votre attention alors que je partage une histoire personnelle qui a apporté une nouvelle perspective dans ma vie. Je suis reconnaissant du soutien et de la compréhension dont j'ai bénéficié. En retour, je vous souhaite des jours remplis de santé et de bonheur. Vos encouragements me touchent beaucoup et je vous invite à me faire part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Si mon histoire vous touche, un simple geste d'appréciation et d'abonnement serait extrêmement utile. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, et encore une fois, merci.